m'a traitée de folle, de sale, et même de femme perdue. Tout ça parce que je suis tombée enceinte du livreur de gaz qui faisait sa tournée en ville. Aujourd'hui, à 66 ans, je souris quand j'entends les chuchotements. Voilà celle qui est tombée enceinte du livreur de bonbonnes. S'il savait ce qui s'est passé cette nuit d'orage, il se tairait. Je m'appelle Madeleine, et la vérité que personne n'a eu le courage d'entendre commence ici. Mon premier mari, Henri, était un saint dans le quartier de Montmartre, et un diable à la maison. Des fleurs le dimanche, une gifle le lundi. Ce furent 5 années de silence, de maquillage sur les bleus, et d'une peur qui m'empêchait de dormir. Jusqu'à cette nuit de mai, où il est rentré ivre, et où la main qui avait promis de me protéger est devenue un poing. J'ai couru, pieds nus, trempés, sans destination, juste la certitude que si je restais, je ne verrais pas le lever du jour. Sur la place des Vosges, je me suis assise sur un banc et j'ai pleuré jusqu'à perdre le souffle. Quand j'ai entendu des pas, j'ai cru que c'était ma fin, mais ce n'était pas Henri. C'était Julien, le livreur de gaz, qui portait une bâche pour protéger ses bonbonnes de la pluie. Il l'a posée sur moi et m'a demandé, de la voix la plus douce que j'ai jamais entendue, « Vous allez bien, madame ?» C'était la première fois, depuis de nombreuses années, que quelqu'un me regardait sans jugement. Et c'est ainsi, avec une main tendue au milieu de la tempête, qu'a commencé l'histoire qui allait changer ma vie, et celle de beaucoup de gens qui avaient juré que j'étais perdue. Avant que la pluie ne lave les rues de Paris et ne nous emporte au cœur de cette histoire, permettez qu'une petite demande trouve refuge dans votre clic. Abonnez-vous à la chaîne, car chaque nouvelle histoire que nous racontons est comme un pont que nous construisons ensemble. Et celle-ci, je vous le promets, vaut la traversée. Maintenant, revenons à la tempête qui allait tout changer. La pluie tombait sur Paris avec la fureur d'un dieu trahi. Ce n'était pas une bruine mélancolique, de celle qui invite les amants à s'abriter sous les auvents des cafés. C'était un déluge glacial qui fouettait la pierre ancienne du pont Neuf et transformait la Seine en une bête sombre et turbulente. Au milieu du pont, une silhouette solitaire et fragile tremblait, plus d'angoisse que de froid. Madeleine, à 66 ans, ne portait qu'une fine chemise de nuit en soie, désormais trempée et collée à son corps comme une seconde peau glaciale. Ses cheveux grisonnants, habituellement retenus en un chignon impeccable, étaient défaits, plaqués sur son visage, et son cou en mèche sombre d'eau et de désespoir. Chaque rafale de vent semblait vouloir l'arracher du sol, la jeter dans les ténèbres des eaux. Ses pieds nus, pâles et engourdis sur le pavé irrégulier, la soutenaient à peine. Elle s'agrippait à la rambarde en fer avec une force qu'elle ne se connaissait pas, les jointures de ses doigts blanches contre le métal froid et mouillé. Les phares des voitures qui passaient n'étaient que des taches d'or et de blanc, indifférentes à sa tragédie personnelle. Le monde continuait de tourner, de klaxonner, de vivre, tandis que le sien se défaisait là, sur les eaux noires de la Seine. Les sanglots venaient par vagues, lui déchirant la gorge, mais le son était avalé par le rugissement de la tempête. 5 ans de silence, de portes closes, de sourires forcés à la messe du dimanche. 5 ans à être l'épouse impeccable d'Henri, le respectable employé de banque du quartier de Montmartre, respecté de tous, sauf d'elle. Entre les murs de l'élégant appartement avec vue sur le Sacré-Cœur, Henri n'était pas l'homme à la voix douce et aux gestes cordiaux. C'était un bourreau de mots, un maître dans l'art de diminuer, d'isoler, d'éteindre la lumière qui avait un jour brillé dans ses yeux. Cette nuit, la coupe avait débordé. Ce n'avait pas été un cri, ni un objet brisé. Ça avait été un regard froid, calculateur, après qu'elle eut accidentellement renversé un verre de vin sur la nappe en lin égyptien. Il n'avait rien dit, il l'avait juste regardée avec ce mépris poli, ce dégoût qui la faisait se sentir plus petite qu'un insecte. Et dans ce silence assourdissant, Madeleine avait su qu'elle ne pourrait plus respirer un jour de plus dans cette maison. Elle avait attendu qu'il s'endorme, le son de sa respiration lourde résonnant dans le couloir, et s'était enfuie, sans chaussures, sans manteau, sans un seul franc en poche, juste avec sa chemise de nuit et la certitude qu'elle préférait mourir de froid sur le pont Neuf que de vivre 1 minute de plus sous ce toit. Soudain, un son différent déchira le bruit de la pluie. Une mélodie ténue, presque enfantine, qui s'approchait. Une petite musique familière, qui jouait tous les jours dans les rues étroites de Montmartre. C'était la mélodie de la vieille camionnette Citroën du distributeur de gaz de M. Lambert.
Une paire de phares jaunâtres perça le rideau d'eau, et la camionnette bleue délavée s'arrêta à quelques mètres d'elle. La portière du conducteur s'ouvrit avec un grincement, et un homme descendit. Il portait une combinaison de travail bleu foncé et une casquette qui protégeait à peine son visage de la pluie. C'était Julien, le livreur de gaz. L'homme de 38 ans dont le sourire timide et les « bonjour, madame » étaient l'une des rares gentillesses authentiques qu'elle recevait dans ses journées. Il la regarda, et dans ses yeux, il n'y avait ni jugement, ni curiosité morbide. Il y avait seulement une inquiétude profonde et bouleversante. Julien s'approcha lentement, comme on approche un oiseau blessé. La pluie trempait ses cheveux sombres et coulait sur son visage, mais il ne semblait pas s'en apercevoir. Ses yeux étaient fixés sur Madeleine, sur la fragilité tremblante de cette femme qu'il ne connaissait que de vue, l'élégante madame à qui il livrait des bonbonnes de gaz toutes les 2 semaines. La voir là, dans cet état, était une image si dissonante que son cerveau mit un instant à la traiter. « Madame ?» Sa voix était grave, mais douce, presque un murmure pour ne pas l'effrayer. « Vous allez bien ?» Madeleine ne put répondre. Les mots étaient coincés dans sa gorge, un nœud de glace et d'effroi. Elle hocha simplement la tête, un mouvement presque imperceptible. Ses dents claquaient violemment, et le tremblement qui parcourait son corps était incontrôlable. Julien n'hésita pas. Il retira sa propre veste de travail, une épaisse pièce de toile doublée de laine, déjà humide à l'extérieur, mais encore chaude et sèche à l'intérieur. L'odeur de pluie, de travail honnête et une légère touche de tabac l'enveloppa lorsqu'il la posa sur ses épaules. Elle était lourde, protectrice. Ce fut le premier contact humain qui ne la fit pas se recroqueviller depuis des années. La chaleur immédiate fut un choc, un soulagement si profond que les larmes, jusque-là retenues, se remirent à couler librement sur son visage. « Venez, » dit-il, lui tenant gentiment le coude. « Vous ne pouvez pas rester ici. Vous allez geler. » Elle se laissa guider, ses pieds menus trébuchant sur le sol irrégulier. Il l'aida à monter dans la cabine de la camionnette. L'intérieur était simple, fonctionnel, avec l'odeur caractéristique de métal et d'huile, mais c'était un sanctuaire contre la tempête. Julien ferma la portière, contourna le véhicule et s'assit au volant. Il mit le chauffage au maximum, et un souffle d'air chaud commença à remplir le petit espace. « Où puis-je vous emmener, madame ?» demanda-t-il, la voix toujours basse et respectueuse. La question la frappa comme un coup de poing. Où ? Il n'y avait nulle part où aller. Retourner chez Henri était impensable. Des amis, Henri s'était chargé de tous les éloigner, avec des excuses subtiles et des mensonges bien placés. De la famille, ses parents étaient décédés depuis longtemps, et sa seule sœur vivait à Lyon, à des centaines de kilomètres. Puis, un nom émergea des profondeurs de sa mémoire, un refuge d'enfance, un endroit qu'Henri méprisait, Belleville, murmura-t-elle, la voix rauque, rue de la Villette, ma tante, Colette. Julien hocha la tête, sans poser plus de questions. Il passa la première, et la vieille camionnette se mit en mouvement, laissant derrière elle le pont neuf et l'obscurité de la Seine. Tandis qu'il conduisait à travers les rues désertes et brillantes de Paris, Madeleine regardait par la fenêtre, les gouttes de pluie traçant des chemins sinueux sur la vitre, comme les larmes sur son visage. Le silence à l'intérieur de la voiture n'était pas gênant. C'était un silence de respect, un espace sûr que cet homme, un quasi-inconnu, lui offrait. Il ne la pressa pas, ne l'interrogea pas. Il conduisait simplement, le son du moteur et des essuie-glaces créant un rythme constant et rassurant. Pour la première fois depuis des heures, Madeleine sentit une minuscule étincelle d'espoir. Peut-être qu'elle n'allait pas mourir cette nuit, après tout. L'appartement de Colette, au 3e étage d'un vieil immeuble de Belleville, était l'opposé de la demeure de Madeleine à Montmartre. Là où la maison d'Henri était spacieuse, minimaliste et froide, avec des meubles de designer et une absence calculée de chaleur humaine, l'appartement de Colette était petit, encombré et débordant de vie. L'air sentait la lavande séchée, la cire d'abeille et le pain qu'elle cuisait chaque matin. Les murs étaient couverts de photographies jaunies, de tapisseries et d'assiettes en céramique peintes à la main. Chaque objet racontait une histoire. Colette, une femme de 70 et quelques années, avec des yeux vifs et une étreinte qui semblait capable de réparer les os brisés, ne posa aucune question en voyant sa nièce à sa porte, trempée et enveloppée dans la veste d'un inconnu. Elle la serra simplement fort dans ses bras, lança un regard de gratitude à Julien et la fit entrer. Maintenant, Madeleine était assise sur le bord du lit de la petite chambre d'amis, la même chambre où elle avait passé des étés dans sa jeunesse.
Elle portait un pyjama en flanelle de Colette, un peu large, mais chaud et réconfortant. Une tasse de tisane à la camomille fumait entre ses mains, réchauffant ses doigts encore glacés. Le son de la tempête au dehors semblait plus lointain, étouffé par les murs épais de l'immeuble. Elle regarda autour d'elle. Le couvre-lit en patchwork sur le lit, cousu par sa grand-mère, la petite étagère avec les livres qu'elle aimait à l'adolescence, des romans de Victor Hugo, des poèmes de Rimbaud. Au mur, une affiche délavée d'un film de Truffaut. Cette chambre était une capsule temporelle, un musée de la personne qu'elle avait été avant Henri, avant le silence, la critique voilée, le contrôle subtil qui s'infiltrait dans chaque aspect de sa vie. Elle se souvint de la manière dont Henri l'avait progressivement émondée. D'abord, ce furent des commentaires sur ses amies. « Elles sont un peu bruyantes, tu ne trouves pas, ma chérie? Elles ne correspondent pas à ton élégance. » Puis son amour du jardinage. La terre sous les ongles n'est pas quelque chose que l'épouse d'un homme de ma position devrait avoir. Sa passion pour la couture, qu'il appelait un passe-temps de paysanne. Il ne criait jamais. Henri était plus intelligent que ça. Sa cruauté était une brume fine et toxique. C'étaient les pauses avant une réponse, le haussement subtil d'un sourcil, la façon dont il la corrigeait en public pour une trivialité, déguisant l'humiliation en un acte de sollicitude. « Madeleine, ma chérie », le mot correct est... Il l'avait convaincue qu'elle était faible, incompétente, chanceuse de l'avoir. Et pendant longtemps, elle l'avait cru. La femme qui aimait marcher pendant des heures, qui riait fort, qui débattait de politique avec passion, fut remplacée par une ombre silencieuse qui flottait dans l'appartement de Montmartre, dont le seul but était de s'assurer que le monde extérieur voit l'image parfaite qu'Henri exigeait. Le contact doux de la main ridée de Colette sur son épaule la ramena au présent. « Dors un peu, ma chérie », dit la tante, la voix pleine d'une tendresse que Madeleine n'avait pas entendue depuis des années. Demain est un autre jour. Le soleil finit toujours par revenir à Paris, même après la pire des tempêtes. Madeleine s'allongea, s'enfonçant dans le matelas moelleux. Pour la première fois en 5 ans, elle n'avait pas à s'inquiéter du bruit de la clé dans la serrure, de l'humeur d'Henri, de la possibilité d'avoir fait quelque chose de mal. Le seul son était le tic-tac doux d'une vieille horloge dans le salon et le murmure lointain de la pluie. Et, pour la première fois en 5 ans, elle se sentit en sécurité. Madeleine se réveilla avec l'odeur du café frais et du pain chaud. Un instant, la désorientation la saisit. Où était-elle? La lumière douce qui filtrait par la fenêtre n'était pas celle des rideaux de soie de Montmartre. Le son n'était pas celui du trafic lointain, mais le bourdonnement d'un quartier qui s'éveille à la vie, l'appel d'un vendeur ambulant, les rires d'enfants sur le chemin de l'école, l'accordéon mélancolique d'un musicien de rue. Puis, les souvenirs de la nuit précédente revinrent d'un coup. La pluie, le pont, Julien. Elle s'assit dans le lit, son pyjama en flanelle confortable. Elle se sentait épuisée, comme si elle avait couru un marathon, mais il y avait aussi une étrange légèreté dans sa poitrine. La porte de la chambre s'ouvrit doucement, et Colette entra, portant un plateau. « Bonjour la marmotte », dit la tante avec un sourire. « J'ai pensé que tu aurais peut-être faim. » Sur le plateau, il y avait un bol de café au lait, un croissant doré et un petit pot de confiture d'abricot maison. C'était un petit déjeuner simple, mais pour Madeleine, cela ressemblait à un festin. Pendant qu'elle mangeait, savourant chaque bouchée du croissant feuilleté, Colette lui raconta que le jeune homme à la camionnette, Julien, était passé à la porte plus tôt. « Il a apporté ça », dit Colette en désignant le croissant. « De la boulangerie Saint-Denis. Il a dit que c'était dans les meilleurs du quartier et que tu aurais peut-être besoin de quelque chose pour te réchauffer l'âme. » Le cœur de Madeleine fit un petit bond. Cet homme, à qui elle devait à peine un merci cohérent, s'était soucié de revenir, non par obligation, mais par pure et simple gentillesse. Il avait également laissé son numéro de téléphone à Colette, au cas où vous auriez besoin de quoi que ce soit, et sa veste, qui était maintenant suspendue et sèche derrière la porte, dégageait encore une vague odeur de pluie et de sécurité. Plus tard, alors que Colette était au marché, on sonna à la porte. Madeleine hésita. La peur instinctive que ce soit Henri la paralysa un instant, mais la voix qui traversa la porte était celle de Julien. « Madame, c'est moi, Julien. Votre tante a oublié sa liste de courses. J'ai pensé à la lui apporter. » Madeleine ouvrit la porte. Il était là, dans sa combinaison de travail, sa casquette à la main, un sourire timide sur le visage. Il semblait différent à la lumière du jour, plus jeune. Il y avait de petites rides de rire au coin de ses yeux bruns et doux. « Merci », dit-elle, la voix encore un peu faible. « Il ne fallait pas vous déranger. »
Ce n'était pas un dérangement, répondit-il. Je voulais juste m'assurer que vous alliez bien. Il détourna le regard un instant, un peu gêné. La nuit dernière, c'était intense. Ça l'était, acquiesça-t-elle, tenant la liste de courses qu'il lui tendait. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous m'avez sauvé la vie. Il secoua la tête, une rougeur montant à son cou. N'importe qui aurait fait la même chose. Non, dit Madeleine, avec une fermeté qui la surprit elle-même. Non, tout le monde n'aurait pas fait la même chose. Un silence confortable s'installa entre eux. Il ne la regardait pas avec pitié, mais avec un respect qui la désarmait. C'était comme s'il la voyait, la vraie Madeleine, et non la façade qu'elle avait maintenue si longtemps. « Eh bien, dit-il finalement, remettant sa casquette, j'ai des livraisons à faire. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, madame, vous savez où me trouver. » Elle le regarda descendre les escaliers, le son de ses bottes de travail résonnant dans la cage d'escalier. En fermant la porte, Madeleine réalisa que le croissant qu'il avait apporté n'était pas juste de la nourriture. C'était un message. Il disait « Vous n'êtes pas seul ». Et ce simple geste, d'un homme qui la connaissait à peine, avait plus de sens que tous les dîners coûteux et les cadeaux vides qu'Henri lui avait offerts en 5 ans. Les jours à Belleville se déroulaient à un rythme différent. C'était un quartier vibrant, une mosaïque de culture, d'odeurs et de sons. Depuis les fenêtres de l'appartement de Colette, Madeleine observait la vie pulser dans la rue. Elle observait la concierge, Madame Dubois, une femme au regard vif et à la langue acérée, qui semblait tout savoir de ce qui se passait dans l'immeuble avant même que cela n'arrive. Elle observait les voisins échanger des salutations dans les escaliers, les conversations animées devant la fromagerie, le flot constant de gens au marché en plein air. Pour Madeleine, qui avait vécu les dernières années dans une bulle d'isolement doré à Montmartre, c'était comme réapprendre à vivre en société. Au début, elle se sentait exposée, vulnérable. Chaque fois qu'elle sortait pour acheter du pain ou faire une petite promenade avec Colette, elle sentait les regards sur elle. Ce n'étaient pas des regards hostiles, mais curieux. La nouvelle, même sans détail, semblait s'être répandue dans le microcosme de l'immeuble. La nièce de Colette, la dame élégante de Montmartre, était là, réfugiée. Madame Dubois, en particulier, était une source d'anxiété constante. Ses « bonjours » étaient chargés d'insinuations. Ses yeux scrutateurs cherchaient les fissures dans le sang-froid de Madeleine. « J'espère que vous vous sentez mieux, madame », disait-elle, avec une intonation qui suggérait qu'elle savait exactement ce qui n'allait pas. Colette, sentant le malaise de sa nièce, agissait comme un bouclier protecteur. Elle interceptait les questions indiscrètes avec des réponses vagues et changeait de sujet avec l'habileté d'une diplomate expérimentée. « Madeleine a juste besoin d'un peu d'air frais et de ma bonne soupe de légumes, » disait-elle, mettant fin à la conversation. Malgré l'anxiété, il y avait quelque chose de curatif dans cet environnement. La vie à Belleville était réelle, sans filtre. Les gens riaient fort, se disputaient avec passion, vivaient leur joie et leur peine à la vue de tous. C'était l'opposé du monde d'apparence d'Henri, où chaque émotion était réprimée et chaque interaction calculée. Julien continuait de passer, sous des prétextes de plus en plus fragiles. Une fois, il apporta un pot de miel, disant qu'un ami apiculteur le lui avait donné. Une autre fois, il arriva avec une boîte à outils, insistant pour réparer un robinet qui fuyait dans la salle de bain de Colette, un bruit que personne d'autre que lui ne semblait avoir remarqué. Il ne restait jamais longtemps, toujours respectueux, gardant toujours une distance de sécurité. Mais sa présence était devenue une constante rassurante. Ils parlèrent de choses simples. Il parlait de sa camionnette, qu'il appelait affectueusement Lisette, et des tournées qu'il faisait à travers Paris, décrivant la ville d'un point de vue que Madeleine n'avait jamais connu. Le Paris des travailleurs, des ruelles, des livraisons avant l'aube. Madeleine, de son côté, commença à parler d'elle-même, non pas de l'épouse d'Henri, mais de la femme qu'elle était avant. Elle parla de son amour pour les tissus, de la joie qu'elle ressentait à transformer un morceau de tissu en quelque chose de beau et d'utile. Les regards des voisins commencèrent à changer. La curiosité initiale fit place à un nouveau récit, tissé dans les couloirs et dans la file d'attente de la boulangerie. La nièce de Colette et le livreur de gaz. Ces visites ne passaient pas inaperçues. Madeleine pouvait sentir les chuchotements, les têtes qui se tournaient quand Julien montait les escaliers. Elle savait ce qu'il pensait, l'histoire qu'il créait dans leur esprit. Et, pour la première fois, une partie d'elle s'en moquait. La gentillesse de Julien était un baume. Et si le prix à payer était le jugement d'inconnu, elle était prête à le payer. Ce petit appartement de Belleville
avec ses murs pleins de souvenirs et la surveillance constante des voisins, devenait la scène où elle commencerait à réécrire sa propre histoire. 2 semaines s'écoulèrent, 2 semaines de calme précaire, de petits pas vers une nouvelle normalité. Madeleine commença à aider Colette dans les tâches ménagères, à redécouvrir le plaisir de cuisiner, à sentir le soleil sur son visage lors de promenades au parc de Belleville. Le souvenir d'Henri et de la maison de Montmartre était encore une ombre persistante, mais il commençait à perdre de sa netteté, comme une vieille photographie exposée au soleil. Jusqu'à ce mardi après-midi gris, où le téléphone fixe de l'appartement de Colette sonna. Le son strident déchira le silence de l'après-midi, faisant sursauter Madeleine. Colette était à la buanderie commune au rez-de-chaussée. Hésitante, Madeleine répondit « Allô ?» Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne. Une pause qui ne dura qu'1 seconde, mais qui sembla une éternité. Et puis, la voix calme, veloutée et terriblement familière d'Henri. « Madeleine. » Enfin, l'air sembla être aspiré des poumons de Madeleine. Ses mains devinrent froides, et elle dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. C'était comme si un fantôme s'était matérialisé à travers le fil téléphonique. « Comment as-tu eu ce numéro ?» murmura-t-elle, la voix un filet. « Cela n'a pas d'importance, ma chérie, » dit-il, sur le ton condescendant qu'elle connaissait si bien. « Ce qui importe, c'est que cette plaisanterie a assez duré. Je ne sais pas quelle idée folle tu as eue, mais il est temps de rentrer à la maison. Ta maison. » Chaque mot était un couteau, enrobé d'une fausse sollicitude. Il ne demanda pas si elle allait bien. Il ne demanda pas ce qui s'était passé. Il supposa simplement que c'était un caprice, une idée folle. « Je ne rentrerai pas, » dit Madeleine, la bravoure de ses mots contredisant le tremblement de son corps. Henri rit, un rire bas, sans humour. « Ne sois pas ridicule, Madeleine. Où es-tu? Chez cette tante excentrique dans un quartier déplorable? Ce n'est pas une vie pour toi. Ta place est ici, avec moi. » Il fit une pause, et sa voix devint plus douce, plus insidieuse. « Tu me manques. La maison est si vide sans toi. Je te pardonne pour cet écart. Rentre simplement à la maison, et nous pourrons oublier que tout cela est arrivé. » L'offre de pardon fut ce qui la brisa. Pardon pourquoi? Pour s'être enfuie d'une prison émotionnelle? Pour avoir essayé de se sauver? La colère, une émotion qu'elle ne s'était pas autorisée depuis longtemps, commença à bouillonner sous la peur. « Il n'y a rien à pardonner, Henri, et il n'y a rien à oublier, » dit-elle, la voix un peu plus ferme. « Je ne rentrerai pas. » « Madeleine, ne me force pas à être désagréable. » Sa voix perdit sa douceur, révélant l'acier en dessous. « Tu n'as rien, pas d'argent, nulle part où aller. Tu as besoin de moi. Tu as toujours eu besoin de moi. Je n'ai pas besoin de toi, » rétorqua-t-elle, avant de faire quelque chose qu'elle n'aurait jamais osé faire auparavant. Elle raccrocha. Elle claqua le combiné sur son socle avec une force qui fit vaciller l'appareil. Elle resta là, haletante, le cœur martelant contre ses côtes. La conversation avait été courte, mais elle l'avait vidée de toute son énergie. La brume toxique d'Henri avait réussi à l'atteindre, même à Belleville. La menace voilée de ses derniers mots résonnait dans son esprit. Ne me force pas à être désagréable. Elle savait de quoi il était capable. Pas de violence physique, mais d'une destruction beaucoup plus subtile. Il pouvait ruiner sa réputation, l'isoler encore plus, utiliser son pouvoir et son influence pour lui rendre la vie impossible. Quand Colette revint, elle trouva Madeleine assise à la table de la cuisine, pâle et immobile. Elle n'eut pas besoin de demander ce qui s'était passé. La terreur dans les yeux de sa nièce disait tout. L'ombre d'Henri, qui semblait s'estomper, se dressait maintenant au-dessus d'elle, plus sombre et plus menaçante que jamais. Les jours qui suivirent l'appel d'Henri, une anxiété palpable s'installa dans le petit appartement. Madeleine vivait sur le qui-vive, sursautant à chaque sonnerie de porte, à chaque bruit de pas dans le couloir. La peur était une compagne constante, lui murmurant à l'oreille qu'Henri la trouverait, qu'il la ramènerait de force à la vie qu'elle avait quittée. Julien remarqua le changement en elle. Elle était plus silencieuse, ses yeux souvent perdus dans le vide. Le fragile sourire qui avait commencé à fleurir sur son visage avait disparu. Il ne la pressa pas de parler, mais sa présence devint plus fréquente, ses gestes d'attention plus délibérés. Il apportait le journal du matin, un fruit frais du marché, ou passait simplement pour demander s'ils avaient besoin de quelque chose de la pharmacie. Un samedi après-midi, il arriva avec quelque chose de différent. Il portait des planches de pain poncées et une boîte à outils. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda Colette, curieuse. « Votre balcon » dit Julien, en désignant le petit espace donnant sur la cour intérieure de l'immeuble.
n'a que ce tabouret en fer inconfortable. J'ai pensé que vous aimeriez peut-être un endroit plus agréable pour vous asseoir. » Et, pendant tout l'après-midi, il travailla. Madeleine l'observa depuis la porte de la cuisine. Il y avait une concentration tranquille dans ses mouvements. La façon dont il mesurait le bois 2 fois avant de le couper, le soin avec lequel il ponçait les bords pour qu'il n'y ait pas d'écharde, le son rythmé du marteau enfonçant les clous. Il ne travaillait pas à la hâte. Il y avait une patience, une solidité dans tout ce qu'il faisait. En le regardant, Madeleine pensa à Henri. Henri n'avait jamais rien fait de ses propres mains. Il payait pour que les choses soient faites, toujours impatient, critiquant toujours le travail des autres. Pour Henri, la valeur résidait dans le résultat final, dans l'apparence, dans le prix. Pour Julien, il semblait que la valeur résidait dans le processus lui-même, dans l'acte de créer quelque chose d'utile et de durable. Quand le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de Paris de teintes orange et rose, le banc était prêt. C'était une pièce simple, robuste, en bois clair, assez grande pour que 2 personnes puissent s'y asseoir confortablement. L'odeur de pain fraîchement coupé flottait dans l'air. « C'est prêt », annonça Julien, essuyant la sueur de son front avec le dos de sa main. Il se tourna vers Madeleine. « C'est pour qu'on puisse s'asseoir ensemble sans se presser », dit-il, la phrase sonnant plus comme une invitation qu'une simple déclaration. Ce soir-là, après le départ de Julien, Madeleine sortit sur le balcon. L'air était frais. Elle passa la main sur la surface lisse du banc. Il était solide sous ses doigts. Elle s'assit, et pour la première fois depuis des jours, sentit la tension dans ses épaules diminuer. Ce banc était plus qu'un meuble. C'était une ancre. Un geste qui disait, sans mots, « Je suis là. C'est un endroit sûr. Tu peux te reposer. » Colette apporta 2 tasses de tisane et s'assit à côté d'elle. Elles restèrent silencieuses pendant un long moment, regardant les lumières s'allumer aux fenêtres voisines. « C'est un homme bon, Madeleine, » dit doucement Colette. « Oui », répondit Madeleine, la voix étranglée par l'émotion. « Il l'est. » Le banc en bois sur le petit balcon de Belleville devint son refuge. C'est là qu'elle s'asseyait chaque matin avec son café, et c'est là qu'elle et Julien s'asseyaient ensemble, parfois en silence, parfois à parler de banalités, toujours sans se presser. C'était un symbole tangible de la patience, de la force tranquille et de la gentillesse qui, lentement, guérissait son cœur blessé. La routine qui s'établit autour du banc en bois marqua le début d'une nouvelle phase. L'amitié entre Madeleine et Julien s'approfondit, tissée avec les fils de la simplicité et de la confiance mutuelle. Ses visites n'avaient plus besoin de prétexte. Il venait parce qu'il le voulait, et elle l'attendait parce que sa présence était devenue une partie essentielle de sa journée. Il l'aidait avec les courses les plus lourdes, montant les 3 étages avec des sacs de pommes de terre et des bouteilles de lait, sans jamais paraître fatiguée. Elle, de son côté, commença à cuisiner pour lui. Elle découvrit qu'il adorait le bœuf bourguignon et qu'il avait un appétit de garçon pour sa tarte aux pommes. Voir le plaisir sincère sur son visage pendant qu'il mangeait était une joie qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Cuisiner pour Henri avait été une corvée, une performance constamment évaluée et souvent critiquée. Cuisiner pour Julien était un acte d'affection, reçu avec gratitude et des compliments sincères. Un jour, en rangeant un vieux placard de Colette, Madeleine trouva sa vieille boîte de couture. Elle était poussiéreuse, oubliée. L'ouvrir fut comme ouvrir un portail vers le passé. À l'intérieur se trouvaient ses trésors, des bobines de fil de toutes les couleurs, des aiguilles de différentes tailles, un mètre ruban usé et ses lourds ciseaux de tailleur argentés. Ses doigts tracèrent les objets familiers, et une vague de nostalgie et de tristesse l'envahit. Henri l'avait fait croire que sa passion était quelque chose de honteux. Julien la trouva assise par terre, la boîte ouverte sur ses genoux, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Il s'agenouilla à côté d'elle, sans dire un mot, attendant simplement. « J'adorais ça avant, » dit-elle, la voix étranglée. « Je faisais des robes, je réparais des vêtements pour les voisins. J'étais douée pour ça. Il m'a fait arrêter. » Julien prit une bobine de fil bleu ciel. « Pourquoi ?» demanda-t-il doucement. Il disait que ce n'était pas digne, que c'était un travail pour les gens sans ambition. Julien la regarda, ses yeux sombres remplis d'une indignation silencieuse. « Il n'y a rien d'indigne à créer quelque chose de beau de ses propres mains, Madeleine. Au contraire, c'est un don. » Ces mots furent comme un baume. La semaine suivante, Colette déterra sa vieille machine à coudre Singer, un modèle lourd et noir qui fonctionnait encore parfaitement. Madeleine la nettoya, la huila,
et avec un morceau de coton imprimé trouvé dans une malle, se mit à coudre. Le vrombissement familier de la machine emplit l'appartement, un son de productivité et de renaissance. Elle fit un tablier pour Colette, puis une robe d'été pour elle-même. À chaque point, elle sentait un morceau d'elle-même se recoudre. Julien l'observait, fasciné. Il ne l'avait jamais vue aussi concentrée, aussi en paix. Un jour, il arriva avec une déchirure dans sa combinaison de travail. « Est-ce que vous pourriez réparer ça ?» demanda-t-il, gêné. Madeleine prit la combinaison et, avec une habileté qu'elle n'avait pas perdue, fit une reprise si parfaite qu'elle était presque invisible. Quand elle la lui rendit, Julien la regarda avec admiration. « C'est incroyable, » dit-il. « Vous avez des doigts de fée. » Elle sourit, un sourire sincère et radieux. À ce moment-là, elle n'était pas l'ex-femme d'un banquier, ni une fugitive effrayée. Elle était Madeleine, la couturière, une femme avec un talent, un but. La gentillesse de Julien ne lui avait pas seulement donné un havre de paix, mais l'avait aussi aidé à retrouver la personne qu'Henri avait tenté d'effacer. Les fils de sa machine à coudre tissaient non seulement des tissus, mais le début d'une nouvelle vie. La proximité grandissante entre Madeleine et Julien ne passa pas inaperçue dans le petit univers de l'immeuble de la rue de la Villette. Le banc en bois sur le balcon devint une scène visible pour le déroulement de leur relation. Les conversations au crépuscule, les tasses de café partagées, les sourires échangés étaient observés depuis des dizaines de fenêtres. Et, comme il est courant dans les petites communautés où la vie des autres sert de divertissement, les chuchotements commencèrent. Madame Dubois, la concierge, était la chef d'orchestre de ce chœur de commérage. Avec son chignon serré et ses yeux de faucon, elle collectait et distribuait les informations avec une efficacité remarquable. Le livreur de gaz est encore passé aujourd'hui, commentait-elle avec la voisine du premier étage dans la file de la boulangerie. Il a apporté des fleurs, pour la tante, a-t-il dit. Mais nous savons tous pour qui étaient les fleurs. Une femme de son âge, soupirait la voisine en secouant la tête avec un mélange de désapprobation et de fascination. Et lui, si jeune, ça ne se fait pas. Madeleine sentait les regards et entendait les bribes de conversation qui cessaient brusquement à son passage. Au début, elle tenta de les ignorer, mais les mots, même murmurés, ont un poids. Il la suivait dans les escaliers, s'infiltrait sous la porte, empoisonnait l'atmosphère de son refuge. L'histoire qu'il racontait était sale, un récit de séduction et d'intérêt. La femme âgée et riche qui s'entichait de l'humble travailleur. Il ne voyait pas la gentillesse, le sauvetage, l'amitié pure. Il ne voyait que ce que leurs esprits mesquins voulaient en voir. Un après-midi, en descendant chercher le courrier, elle entendit Madame Dubois parler fort à un autre locataire dans la cour. On dit que son mari est un homme important, un banquier. Il a dû en avoir assez d'elle, et maintenant elle se console avec le premier venu. Pauvre homme. Le mari, voir sa réputation ainsi salie. La cruauté de ces mots la frappa comme une gifle. Elle se retira dans l'ombre de l'escalier, le cœur battant la chamade. Il l'avait transformée en méchante. Elle, qui s'était enfuie pour sauver sa santé mentale. Et ce faisant, il salissait aussi la réputation de Julien, l'homme le plus décent qu'elle ait jamais connu. Elle remonta les escaliers en courant, les larmes lui brouillant la vue. Elle entra dans l'appartement et s'effondra sur le canapé, les sanglots secouant son corps. Colette la trouva là, et Madeleine lui raconta, entre deux larmes, ce qu'elle avait entendu. « Ils ne savent rien !» dit Colette, l'indignation étincelant dans ses yeux. « C'est une bande de vautours qui se nourrissent du malheur des autres. Ne leur donne pas le pouvoir de te blesser, Madeleine. »« Mais ils parlent de Julien aussi, » sanglota Madeleine. « Ce n'est pas juste. Il a été si bon pour moi, et maintenant les gens disent des choses horribles sur lui. Julien est un homme fort, » dit Colette en tenant la main de sa nièce. « Il ne se soucie pas de l'opinion d'une concierge fouineuse. La seule opinion qui compte pour lui, c'est la tienne. » Plus tard, quand Julien arriva, il la trouva les yeux gonflés. Il ne demanda pas ce qui s'était passé. Il s'assit simplement à côté d'elle sur le banc du balcon. « Les gens parlent, » dit-il, comme s'il lisait dans ses pensées. C'est ce qu'ils font quand ils n'ont pas de vie intéressante à vivre. Il la regarda. La sincérité dans ses yeux était indéniable. « Ce qu'ils disent ne change rien pour moi, Madeleine. Ça ne change pas qui tu es, et ça ne change pas ce que je ressens. » Le mot « ressent » flotta dans l'air entre eux, chargé d'un sens que tous deux comprenaient, mais qu'aucun n'avait encore osé nommer. À ce moment, Madeleine réalisa que Colette avait raison.
L'opinion du monde extérieur n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était la vérité qui existait là, sur ce banc en bois, entre deux personnes qui avaient retrouvé du réconfort l'une en l'autre. Pourtant, les chuchotements étaient un rappel constant que le monde extérieur, avec ses jugements et ses règles, était toujours à l'affût, prêt à envahir la paix qu'il construisait si soigneusement. La tranquillité, même entachée par les murmures, était destinée à être brève. Henri n'était pas du genre à accepter un « non » comme réponse. Il voyait le départ de Madeleine non pas comme un acte de libération de sa part, mais comme un affront personnel. Sa femme, son objet de décoration, sa possession, s'étaient rebellés. C'était une insubordination qu'il ne pouvait tolérer. Il commença à agir, pas directement, au début. Sa stratégie était un siège lent et méthodique. Un jour, un bouquet de lys blanc, les fleurs préférées de Madeleine, fut livré à l'appartement de Colette. Il n'y avait pas de carte, juste les fleurs. Un rappel oppressant qu'il savait exactement où elle était. Madeleine les jeta immédiatement à la poubelle, les mains tremblantes. Puis vinrent les appels téléphoniques. Pas à l'appartement, car il savait qu'elle ne répondrait plus, mais à la sœur de Madeleine à Lyon, à de vieux amis à qui elle n'avait pas parlé depuis des années. À tous, il racontait la même histoire, d'une voix empreinte d'une fausse angoisse. Madeleine traversait une crise, une confusion mentale, et avait été influencée par des personnes de mauvaise fréquentation. Il était le mari inquiet, désespéré d'aider sa femme malade. Peu à peu, le poison commença à faire effet. La sœur de Madeleine appela, la voix pleine d'une inquiétude qui frisait l'accusation. « Madeleine, que se passe-t-il? Henri est si inquiet. Peut-être devrais-tu voir un médecin. Rentrer à la maison. » Madeleine tenta d'expliquer, mais sentit que ses mots se heurtaient à un mur de préjugés. Comment rivaliser avec l'image impeccable d'Henri, le banquier respecté, le mari dévoué? La pression montait, et Madeleine sentait les murs se refermer sur elle. Elle sortait à peine de l'appartement, craignant de rencontrer quelqu'un qui la regarderait avec pitié ou jugement, ou pire, de rencontrer Henri lui-même. Julien voyait le tourment dans ses yeux. La tension dans ses épaules était permanente, et la couleur avait quitté son visage. Il se sentait impuissant, sa capacité à la protéger limitée au mur de l'appartement de Colette. Une nuit pluvieuse, très semblable à la nuit où tout avait commencé, il la trouva sur le balcon, regardant la cour sombre, le visage pâle sous la faible lumière de la lampe. « Il n'abandonnera pas, n'est-ce pas ?» dit-elle sans se retourner. « Non », répondit Julien en s'arrêtant à côté d'elle. « Les hommes comme lui n'abandonnent pas. Ils ne savent pas perdre. J'ai si peur, avoua-t-elle. La voix un murmure. Peur qu'il me trouve, qu'il me force à revenir. Peur de ce qu'il pourrait te faire. » Julien posa sa main sur la sienne sur la rambarde. Le contact était ferme, rassurant. « Il ne te forcera à rien. Et il ne me fera rien. Je n'ai pas peur de lui, Madeleine. » Il se tourna pour lui faire face. « Mais nous ne pouvons pas continuer comme ça, toi vivant dans la peur. Tu dois l'affronter, pas seul, avec moi. » L'idée la terrifiait. Affronter Henri, l'homme dont la simple présence la faisait se recroqueviller, comme s'il avait deviné ses pensées. Un message texte arriva sur le vieux téléphone portable de Colette, que Madeleine utilisait. C'était d'un numéro inconnu. « Assez de te cacher. Nous devons parler. Retrouve-moi demain, à 17h, à l'ancien entrepôt de la Société du Canal, près du quai de la Marne. Viens seul, si tu veux régler ça civilement. » C'était lui. Le piège était tendu. Le lieu était isolé, abandonné. « Viens seul » était un ordre, un test. Mais la dernière phrase, de manière civilisée, était l'appât, faisant appel à la partie d'elle qui craignait encore le scandale. Le siège s'était refermé. La confrontation, qu'elle redoutait tant, était désormais inévitable. Le lendemain se leva gris et oppressant, le ciel de Paris un couvercle de nuages lourds qui promettait encore de la pluie. Le message d'Henri pesait dans l'air de l'appartement comme une sentence. Madeleine n'avait pas dormi, passant la nuit à se tourner et se retourner dans son lit, les mots de son mari résonnant dans son esprit. « Viens seul ». C'était une démonstration de pouvoir, un rappel qu'il croyait encore pouvoir la contrôler. « Tu ne peux pas y aller », dit Colette, la voix ferme, le visage plissé d'inquiétude alors qu'elle prenait à leur petit déjeuner en silence. « C'est un piège. Dieu sait ce qu'il pourrait faire dans un endroit pareil. Mais si je n'y vais pas, il n'arrêtera pas, » répondit Madeleine, repoussant le croissant intact dans son assiette. « Il continuera à me traquer, à appeler tous ceux que je connais. Je dois en finir, une bonne fois pour toutes. » Quand Julien arriva,
En fin d'après-midi, il trouva les deux femmes dans le salon, la tension presque palpable. Madeleine lui montra le message. Il le lut, la mâchoire se durcissant. « Je viens avec toi », dit-il, sans hésitation. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. « Non, Julien », protesta Madeleine. « Il a dit que je devais venir seule. Si tu viens, il pourrait devenir plus agressif. C'est entre lui et moi. »« Ce n'est plus seulement entre toi et lui », rétorqua Julien, le calme de sa voix démentant l'intensité de son regard. « Depuis la nuit où je t'ai trouvé sur ce pont, c'est aussi devenu mon problème. Je ne te laisserai pas aller seule dans un endroit comme celui-là pour rencontrer un homme comme lui. Fin de la discussion. Je resterai dans la voiture, si tu préfères, mais je serai là. » Madeleine le regarda, la détermination inébranlable sur son visage, et sentit une vague de gratitude et de peur. L'idée de l'avoir à proximité était un immense réconfort, mais la peur qu'Henri lui fasse du mal, d'une manière ou d'une autre, était encore plus grande. Finalement, cependant, elle savait qu'elle ne pourrait pas y aller seule. Elle hocha la tête, une concession silencieuse. Le trajet jusqu'au quai de la Marne se fit dans le silence tendu de la camionnette de Julien. Le quartier industriel au bord du canal était désolé, un paysage de briques et de béton, d'entrepôts abandonnés aux fenêtres brisées comme des yeux vides. La pluie se mit à tomber, d'abord une fine bruine, puis plus fort, frappant le toit de la camionnette comme des doigts nerveux. L'entrepôt de la Société du Canal était une structure énorme et décrépite, aux murs tachés d'humidité et à la grande porte métallique rongée par la rouille. Il était isolé, sans autre bâtiment à proximité. L'endroit parfait pour une embuscade. Julien se gara à une distance de sécurité, sous l'abri de quelques arbres. « Je reste ici », dit-il. « Si tu as besoin de moi, crie. J'arrive en quelques secondes. » Madeleine regarda l'entrée sombre de l'entrepôt. Chaque fibre de son être lui criait de fuir, de retourner à la sécurité de l'appartement de Colette. Mais elle pensa au banc en bois, au croissant, au sourire de Julien, à la sensation de tenir à nouveau une aiguille et du fil. Elle se battait pour plus que sa liberté. Elle se battait pour sa nouvelle vie. Prenant une profonde inspiration, elle ouvrit la portière de la voiture. L'air froid et humide la frappa. « Je reviens vite », dit-elle, essayant de paraître plus courageuse qu'elle ne se sentait. Alors qu'elle marchait vers la porte entr'ouverte de l'entrepôt, elle sentait le regard de Julien dans son dos, une présence protectrice dans l'obscurité grandissante. Elle poussa la porte métallique, qui grinça en signe de protestation, et entra dans la pénombre du piège d'Henri. L'intérieur de l'entrepôt était vaste et caverneux. La faible lumière qui filtrait par les hautes fenêtres sales peinait à percer l'obscurité. L'air était lourd, sentant le moisi, la rouille et la pluie. Le bruit des gouttes d'eau frappant le toit de zinc résonnait dans l'espace vide, créant une symphonie d'abandon. Il y avait des flaques d'eau sur le sol en béton, et de vieilles machines couvertes de poussière ressemblaient à des fantômes industriels. Henri se tenait au centre de l'entrepôt, une silhouette sombre contre la faible lumière d'une fenêtre lointaine. Il était impeccablement vêtu comme toujours, son costume coûteux et ses chaussures cirées contrastant violemment avec la décadence du lieu. « Madeleine », dit-il, sa voix résonnant dans le silence. « Je suis heureux que tu aies décidé d'être raisonnable. Je ne suis pas venu pour être raisonnable, Henri. Je suis venu pour te dire que c'est fini, » dit Madeleine, la voix tremblant légèrement, mais plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. Elle s'arrêta à une distance de sécurité de lui. Il fit quelques pas dans sa direction, un sourire condescendant aux lèvres. « Fini, ma chérie. Les choses ne se terminent pas simplement parce que tu le décides. Nous avons une vie, une maison, une réputation. Tu fais une scène, et il est temps que ça cesse. Ce n'était pas une vie, Henri. C'était une cage, et je ne me soucie plus de ta réputation. » Le masque de civilité d'Henri commença à se fissurer. « Tu es devenue insolente. C'est ce quartier, n'est-ce pas? Ces gens ordinaires. Ils t'ont mis des idées stupides d'indépendance en tête. » Il s'approcha davantage. « Et cet homme, le livreur de gaz, je sais pour lui. Je vous ai vu. Tu crois vraiment qu'un moins que rien comme lui peut te donner ce que je t'offre? Il m'a donné quelque chose que tu n'as jamais su donner. Henri, le respect. » Le mot le frappa. Le sourire disparut complètement. Ses yeux devinrent froids comme la glace. « Le respect? Tu veux du respect ?» Il plongea la main dans la poche intérieure de sa veste. Pendant un instant de panique, Madeleine pensa qu'il allait sortir une arme. Mais ce qu'il révéla fut un petit couteau, un canif de collection, avec un manche en nacre. Il l'ouvrit d'un clic doux. La courte lame brilla dans la pénombre. Le cœur de Madeleine s'arrêta. Ce n'était pas une arme pour tuer, mais un outil d'intimidation.
un symbole du danger qu'il représentait. « Tu vas rentrer à la maison avec moi, Madeleine, dit-il, la voix basse et menaçante. Maintenant. Et tu vas oublier ces dernières semaines. Tu vas l'oublier, lui, et tu vas réapprendre ta place. » Dehors, Julien était agité. L'attente était une torture. La pluie tombait maintenant à verse, martelant le toit de la camionnette. Soudain, un son le fit sursauter. Un bruit métallique provenant de l'entrepôt, suivi d'un bruit de quelque chose qui se brise. Sans réfléchir, il sauta de la voiture et courut vers l'entrée. Il entra au moment où Henri faisait un pas de plus vers Madeleine, le couteau à la main. « Laissez-la tranquille !» cria Julien, sa voix résonnant dans l'entrepôt. Henri se retourna, surpris et furieux de voir Julien là. Alors le petit chien a suivi sa maîtresse. Je lui avais dit de venir seul. Julien se plaça entre Henri et Madeleine, créant une barrière humaine. Il n'était pas armé, il n'avait pas l'élégance d'Henri, mais il y avait en lui une force, une détermination que le banquier ne possédait pas. Elle n'est plus seule. À cet instant précis, un bruit fort et aigu vint d'en haut. La pluie torrentielle avait accumulé trop de poids sur une section rouillée du toit de zinc. Avec un gémissement métallique assourdissant, une partie de la structure céda. Des plaques de métal, des poutres en bois pourries et une cascade d'eau sale s'effondrèrent sur le sol de l'entrepôt, à quelques mètres de là où il se trouvait. La chute souleva un nuage de poussière et de débris, et le bruit fut si violent qu'il fit trembler le sol. Les trois reculèrent instinctivement. L'effondrement soudain et violent sembla rompre le sort de la tension. La poussière retomba lentement, révélant un trou dans le toit, à travers lequel la pluie tombait maintenant librement. Cet événement, un acte de la nature et de la négligence, parut un présage. L'effondrement symbolique du pouvoir d'Henri. Le chaos momentané créé par l'effondrement du toit changea la dynamique de la confrontation. Henri, qui quelques instants auparavant était en contrôle total, semblait ébranlé, son costume coûteux maintenant éclaboussé d'eau sale et de poussière. Le couteau était toujours dans sa main, mais la menace qu'il représentait semblait diminuer, presque ridicule face à la violence aléatoire de la nature. Il regarda le trou dans le toit, puis Julien, et enfin Madeleine. Sur son visage, la colère luttait contre une confusion stupéfaite. Il avait orchestré cette scène pour être un acte d'intimidation et de pouvoir, et elle avait été interrompue par un toit pourri. C'est dans cet instant d'hésitation que Madeleine trouva sa force. La vue de Julien là, debout, ferme et protecteur, et l'effondrement du toit comme un signe du destin, lui donnèrent le courage dont elle avait besoin. Elle fit un pas en avant, contournant Julien pour faire face directement à Henri. « Non, Henri, dit-elle, la voix claire et résonnante, sans la moindre trace de tremblement. Je ne vais nulle part avec toi. Plus jamais. » Il la dévisagea, incrédule. « Qu'est-ce que tu as dit ? » ?»« J'ai dit que c'est fini, pour de bon cette fois. Tu peux me menacer, tu peux essayer de m'intimider, tu peux répandre des mensonges sur moi. Ça n'a plus d'importance, je n'ai plus peur de toi. » Elle regarda le couteau dans sa main. « Range ça, Henri. Tu as l'air pathétique. » Le mot « pathétique » le frappa plus durement que n'importe quel cri ou supplication n'aurait pu le faire. Ce fut un coup direct à son ego, à son image d'homme puissant et contrôlé. Une seconde, une fureur pure et meurtrière brilla dans ses yeux. Il leva la main tenant le couteau. Julien bougea, prêt à intervenir. Mais Madeleine leva la main, un geste pour l'arrêter. Elle ne recula pas. Elle garda son regard fixé sur Henri, un regard sans peur, presque apitoyé. Et Henri, confronté à cette force inattendue, à cette absence totale de peur, hésita. La violence ne fonctionne que lorsque la victime a peur. Et Madeleine n'avait plus peur. Sa main retomba le long de son corps. Le couteau se referma avec un léger clic et disparut dans sa poche. Le combat l'avait quitté. Il avait été vaincu non par la force, mais par son courage à elle. « Tu le regretteras, Madeleine », siffla-t-il, les mots dépourvus de leur ancienne autorité. Ils n'étaient que le venin vide d'un homme qui avait perdu. « Non », répondit Madeleine. « Mon seul regret est de ne pas l'avoir fait il y a 5 ans. » Elle se tourna, prit la main de Julien, et ensemble, ils sortirent de l'entrepôt, laissant Henri seul au milieu de la décadence, sous le trou du toit, la pluie tombant sur lui comme des larmes du ciel. En sortant dans la tempête, la pluie qui lavait leur visage semblait purificatrice. Madeleine ne regarda pas en arrière. Elle marchait vers sa vie, main dans la main, avec l'homme qui l'avait aidée à la trouver. Le choix était fait. La porte de la cage n'était pas seulement ouverte, elle avait été détruite. Les mois qui suivirent la confrontation à l'entrepôt
furent d'un calme presque surréaliste. Henri, fidèle à sa parole, ne les chercha plus. Il disparut de leur vie comme s'il n'avait jamais existé. Madeleine apprit, par un appel téléphonique réticent de sa sœur, qu'il avait demandé une mutation dans une agence bancaire à Genève et qu'il vendait l'appartement de Montmartre. Il effaçait la tache de son histoire, comme il le faisait toujours avec tout ce qui était imparfait. Pour Madeleine, ce fut l'épilogue silencieux dont elle avait besoin. La vie dans l'appartement de Colette reprit son cours tranquille. Les murmures des voisins diminuèrent, remplacés par une acceptation réticente. La présence constante et respectueuse de Julien et la confiance nouvelle et sereine de Madeleine avaient peu à peu fait taire les langues les plus acérées. Madeleine se plongea corps et âme dans la couture. Elle commença à accepter de petits travaux de réparation pour les voisins, ceux-là même qui chuchotaient sur elle auparavant. Son talent et ses prix justes lui valurent bientôt une petite clientèle. La machine à coudre Singer vrombissait joyeusement pendant la journée, le son de sa nouvelle indépendance. Sa relation avec Julien s'épanouit dans cette paix. Il n'y avait plus l'ombre d'Henri planant sur eux. Le banc en bois sur le balcon devint le théâtre d'un amour qui grandissait lentement, sans se presser. Comme il l'avait dit, les conversations devinrent plus profondes, les silences plus confortables. Un contact de mains qui se prolongeait, un regard qui en disait plus que des mots. L'attirance physique, qui avait toujours été là, latente, trouva enfin l'espace de se manifester par des baisers volés dans la cuisine et des étreintes serrées au moment des adieux. C'était un amour mature, né de la gratitude et du respect, et pour cette raison même, incroyablement fort. Cependant, environ 3 mois après la confrontation, une nouvelle tension commença à s'installer chez Madeleine, venant cette fois de l'intérieur. Elle se sentait fatiguée, plus que d'habitude. Puis vinrent les nausées matinales. Au début, elle les ignora, les attribuant au stress, à quelque chose qu'elle avait mangé. Mais elles persistèrent. Un matin, alors qu'elle prenait son café, l'odeur forte la fit courir aux toilettes. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir, pâle et haletante, une possibilité impossible, incroyable, commença à prendre forme dans son esprit. À 66 ans, c'était de la folie, un miracle, une catastrophe. Elle ne savait que penser. Une visite discrète chez un médecin d'un quartier éloigné confirma ce que son corps lui disait déjà. Elle était enceinte. La nouvelle la frappa avec la force d'un ouragan. Joie et panique se livrèrent une bataille dans son cœur. Un enfant de Julien, un symbole de l'amour et de la vie nouvelle qu'ils avaient bâtie. Mais comment le monde réagirait-il? Comment Julien réagirait-il? Lui, un homme de 38 ans, lié pour toujours à une femme de près de 30 ans, son aînée, et à un enfant inattendu. Elle garda le secret pendant des jours, son poids grandissant d'heure en heure. Elle observait Julien, essayant de deviner sa réaction. Serait-il heureux, ou se sentirait-il piégé, sa gentillesse transformée en une obligation à vie? La peur que cette nouvelle puisse détruire le fragile bonheur qu'ils avaient trouvé était paralysante. Comment lui dire que leur vie, qui venait à peine de commencer, était sur le point de changer pour toujours? Madeleine choisit le banc en bois pour le dire à Julien. C'était leur endroit, le symbole du commencement de tout. Ce soir-là, le ciel de Paris était clair, parsemé d'étoiles, et une douce brise estivale soufflait sur le balcon. Julien rentra du travail, fatigué, mais avec son sourire habituel en la voyant. Il avait apporté une bouteille de vin, un petit luxe pour célébrer la fin d'une semaine de travail. « Du vin pour fêter quoi ?» demanda-t-elle, le cœur battant à tout rompre. « Juste le fait d'être ici », répondit-il en s'asseyant à côté d'elle. Elle ne put boire. Le verre resta intact dans ses mains, pendant qu'il parlait de sa journée, d'un problème avec le moteur de Lisette, d'un nouveau client sympathique. Madeleine l'écoutait à peine. Elle répéta les mots dans sa tête 1000 fois, mais aucun ne semblait juste. « Julien !» l'interrompit-elle, la voix basse. « Il faut que je te dise quelque chose. » Il s'arrêta de parler et se tourna vers elle, remarquant le sérieux de son ton. « Il s'est passé quelque chose? C'est Henri? »« Non, non, ce n'est rien de tout ça. » Elle prit une profonde inspiration, cherchant du courage dans ses yeux bruns et patients. « C'est à propos de nous, de l'avenir. » Elle posa son verre de vin et prit sa main, la serrant fort. « Julien, je suis enceinte. » Les mots flottèrent dans l'air entre eux, suspendus dans le calme de la nuit. Julien resta immobile. Son visage n'enregistra aucune expression. Le silence s'étira, et pour Madeleine, ce fut une agonie. La panique commença à lui nouer la gorge. Il était choqué, horrifié, plein de regrets.
Toutes ses pires insécurités refirent surface. « Dis quelque chose », murmura-t-elle, les yeux s'emplissant de larmes. Julien cligna des yeux, comme s'il se réveillait d'un rêve. Il regarda sa main tenant la sienne, puis son visage, puis son ventre, comme s'il pouvait voir le miracle qui s'y cachait. Et puis, un lent sourire radieux se répandit sur son visage, un sourire de joie pure et incrédule. Il ne dit rien. Au lieu de cela, il la prit dans une étreinte serrée, enfouissant son visage dans ses cheveux. Madeleine sentit ses épaules trembler et réalisa qu'il pleurait. C'étaient des sanglots silencieux d'émotion. Quand il s'écarta enfin, ses yeux brillaient. « Enceinte », répéta-t-il. Le mot un murmure d'admiration. « Nous allons avoir un bébé. Tu n'es pas... en colère? Effrayée ?» demanda-t-elle, encore incrédule face à sa réaction. Effrayée, il rit, un rire sincère et joyeux. « Madeleine, je suis terrifié, et plus heureux que je ne l'ai jamais été de toute ma vie. » Il prit son visage entre ses mains. « Je n'ai jamais pensé que j'aurais ça, une famille, avec la femme que j'aime. » La phrase « la femme que j'aime » la frappa plus fort que la nouvelle de la grossesse. Il ne l'avait jamais dit auparavant, ni elle. Mais là, dans l'honnêteté de ce moment, la vérité fut dite. « Je t'aime aussi, Julien », répondit-elle, les larmes coulant enfin librement, mais c'étaient désormais des larmes de soulagement et de bonheur. Il s'agenouilla devant elle, et avec une douceur révérencieuse, posa sa main sur son ventre. « Bonjour », murmura-t-il. « C'est moi, ton père. » Ce soir-là, sur le banc en bois, sous les étoiles de Paris, Madeleine sut que peu importait ce que le monde dirait. La réaction de Julien était la seule qui comptait, et sur son visage, elle ne vit ni jugement ni peur, mais la promesse d'un avenir qui, bien qu'inattendu, serait construit sur la base la plus solide de toutes, l'amour. Si la relation entre Madeleine et Julien était un feu de chuchotement, la nouvelle de la grossesse fut comme un bidon d'essence jeté sur les braises. La nouvelle ne s'est pas ébruitée, elle a explosé. Il a suffi d'une visite de Madeleine chez le médecin du quartier et de la conversation subséquente du médecin avec sa femme, qui à son tour a parlé à la voisine, pour que l'histoire se répande dans Belleville à la vitesse d'un feu de forêt. La grand-mère est enceinte, enceinte du livreur de gaz. Les phrases résonnaient dans les rues, dans les files d'attente du marché, au comptoir des cafés. L'histoire avait tous les éléments d'un scandale parfait. La différence d'âge, les classes sociales distinctes, la nature miraculeuse et, pour beaucoup, indécente de la grossesse. Madeleine devint le centre d'une curiosité morbide et d'un jugement implacable. Les regards qui n'étaient auparavant que curieux étaient désormais ouvertement hostiles. Les femmes plus âgées secouaient la tête en signe de désapprobation. Les hommes faisaient des blagues grossières. Madame Dubois, la concierge, semblait se délecter du scandale, ses rapports quotidiens aux autres locataires désormais truffés de détails inventés et de spéculations malveillantes. Pour Madeleine, c'était comme vivre sous un microscope. Chaque sortie de l'appartement était une épreuve. Elle sentait les regards dans son dos, entendait les ricanements étouffés à son passage. La joie de sa grossesse était constamment ternie par la honte qu'on tentait de lui imposer. Mais quelque chose avait changé chez Madeleine. La femme qui s'était enfuie d'Henri, terrifiée, n'existait plus. La confrontation à l'entrepôt et l'amour inconditionnel de Julien l'avaient renforcée. Elle refusait de se cacher. Le ventre commençant à poindre subtilement, elle continua sa routine, la tête haute. Julien, de son côté, devint un lion protecteur. Il l'accompagnait dès qu'il le pouvait, la main fermement dans la sienne, le regard défiant quiconque osait les dévisager trop longtemps. Sa loyauté était inébranlable, et, au milieu de cet océan de jugement, émergèrent des îlots de soutien. Colette, bien sûr, était son roc, la défendant bec et ongles, et, à la surprise de tous, Monsieur Lambert, le propriétaire de la distribution de gaz, un homme bourru et peu loquace, montra une facette inattendue. Un jour, il trouva Julien en train de polir sa camionnette et lui dit « J'ai entendu dire que tu allais être père. Il faut beaucoup de courage pour fonder une famille de nos jours. Si tu as besoin d'heures supplémentaires, fais-le-moi savoir. » C'était un petit geste, mais significatif. C'était un sceau d'approbation du monde du travail, du monde des hommes, sérieux. La propriétaire de la boulangerie Saint-Denis se révéla également une alliée. Un matin, alors qu'une cliente faisait un commentaire méchant sur Madeleine, Madame Pelletier, la boulangère, intervint. « La seule chose indécente ici, c'est votre manque d'éducation, dit-elle à la cliente. Madame Madeleine est ma cliente, et ici,
elle sera traitée avec respect. À partir de ce jour, la boulangerie devint un havre de paix. Le scandale qui aurait dû les isoler finit par révéler la vraie nature des gens qui les entouraient. Il leur montra qui étaient les vrais amis et qui se délectaient de la méchanceté. Et bien que l'hostilité de beaucoup fût douloureuse, la gentillesse de quelques-uns était un baume puissant. Ils n'éternent pas seuls. Ils savaient l'un l'autre, et une petite, mais loyale, armée d'alliés. Et cela, décidèrent-ils, était plus que suffisant. La décision de se marier fut naturelle, une conséquence logique de l'amour et de l'engagement qui les unissait déjà. Ce n'était pas à cause de la grossesse, ou pour apaiser les commères de Belleville. C'était parce qu'ils voulaient être mari et femme, une famille officialisée aux yeux du monde, mais surtout à leurs propres yeux. Ils choisirent de ne pas faire de cérémonie traditionnelle. Ils ne voulaient ni le faste d'une église, ni le formalisme d'une mairie. À la place, ils décidèrent de se marier pendant la fête annuelle de Sainte-Anne, la sainte patronne du quartier, un événement qui transformait la place principale de Belleville en une mer de lumière, de musique et de célébrations communautaires. C'était une façon de revendiquer cet espace, de transformer la scène de leur jugement en la scène de leur joie. Le jour du mariage eut lieu fin juillet, par un après-midi chaud et doré. Madeleine portait une robe bleu clair qu'elle avait elle-même cousue. Le tissu était simple, du coton, mais la coupe était élégante, accentuant avec grâce son ventre de 5 mois. Dans ses cheveux grisonnants, elle portait une unique rose blanche, un cadeau de Julien. Lui, de son côté, ne portait pas de costume, mais une chemise blanche en lin et un pantalon sombre, paraissant plus beau et plus heureux que Madeleine ne l'avait jamais vu. La cérémonie fut célébrée par un officier d'état civil, ami de M. Lambert, un homme à la moustache fournie et au cœur généreux, qui installa une petite table sous un grand tilleul sur la place. Les invités étaient peu nombreux, mais essentiels. Colette, les yeux brillants de larmes heureuses. M. Lambert, l'air mal à l'aise mais présent. Madame Pelletier, la boulangère, qui avait apporté un énorme croquembouche en cadeau, et quelques autres voisins qui avaient choisi l'amitié plutôt que les commérages. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux, avec le son de l'accordéon et les rires de la fête en arrière-plan, Madeleine ressentit une paix profonde. Les regards curieux des fêtards ne la dérangeaient en plus. Elle regarda le visage de Julien, l'amour qui débordait de ses yeux, et sut qu'elle était chez elle. Après la cérémonie, ils n'eurent pas de réception formelle. À la place, ils se joignirent à la fête du quartier. Ils dansèrent une valse lente au son de l'accordéoniste de rue, partagèrent le croquembouche avec quiconque en voulait un morceau, et trinquèrent avec du cidre, du jus de pomme pour Madeleine, à leur nouvelle vie. Peu de temps après, ils trouvèrent une petite maison à louer à Ivry-sur-Seine, une banlieue tranquille au sud de Paris. C'était une maison modeste, avec un petit jardin à l'arrière où poussait un jeune pommier. Quitter Belleville fut doux amer, mais ils avaient besoin de leur propre espace, d'un endroit pour construire leurs souvenirs. Les premiers mois dans la nouvelle maison furent faits de travail acharné et de bonheur simple. Julien, avec l'aide de M. Lambert, réussit à être officiellement enregistré à la distribution, garantissant un salaire stable et des droits sociaux. Madeleine transforma une des chambres en son atelier de couture et, grâce au bouche à oreille, sa clientèle commença à grandir également dans le nouveau quartier. Ils peignirent les murs, réparèrent le portail du jardin et, ensemble, montèrent le berceau pour le bébé à venir. Chaque clou enfoncé, chaque coup de pinceau était un acte de construction de leur avenir. La maison d'Ivry-sur-Seine n'était ni grande ni luxueuse, mais elle était remplie de quelque chose que l'appartement de Montmartre n'avait jamais eu, de l'amour, des rires et la promesse d'un lendemain. La fin de l'automne arriva, dénudant les arbres de leurs feuilles et couvrant Paris d'un voile de mélancolie dorée. C'est par une froide nuit de novembre que les douleurs de Madeleine commencèrent. Julien, dans un mélange de panique et d'excitation, l'emmena à l'hôpital, conduisant la fidèle Lisette avec une prudence redoublée. L'accouchement fut long et difficile, un test pour la force d'une femme de 67 ans. Mais Madeleine n'était pas seule. Julien resta à ses côtés chaque seconde, lui tenant la main, lui murmurant des mots d'encouragement, le visage baigné de sueur et d'inquiétude. L'équipe médicale, consciente de la situation inhabituelle, les traita avec un mélange de professionnalisme et une tendresse discrète. Et puis, aux premières minutes de l'aube, un cri fort et sain remplit la salle d'accouchement. Une fille, parfaite, avec une touffe de cheveux sombres comme son père, et des yeux d'un bleu profond et curieux. Ils l'appelèrent Claire. Tenir sa fille dans ses bras pour la première fois fut,
Pour Madeleine, une expérience qui transcendait la joie. C'était la rédemption. C'était la preuve vivante que la vie pouvait recommencer, que l'amour pouvait fleurir dans les endroits les plus arides, que le bonheur n'avait pas d'âge. En regardant ce petit être, toute la souffrance du passé, les humiliations, la peur, tout se dissolvait, ne devenant plus qu'un lointain prologue à ce moment sublime. Julien pleurait ouvertement, sans honte, en tenant sa fille. Il regarda de Claire à Madeleine, le visage débordant d'un amour et d'une gratitude si immense qu'il semblait remplir l'univers entier. Le retour à la maison, à Ivry-sur-Seine, fut un moment sacré. La petite maison, qu'ils avaient préparée avec tant de soin, était enfin complète. Le berceau n'était plus vide. Le silence était désormais rompu par la respiration douce d'un bébé endormi, par les berceuses murmurées de Madeleine, par les conversations chuchotées de deux parents émerveillés. Les jours se transformèrent en une routine de tétés, de changements de couches et de nuits blanches, mais c'était une fatigue heureuse. Julien se révéla un père né, apprenant à donner le bain et à changer les couches avec une dextérité surprenante. Madeleine, de son côté, semblait rajeunir de jour en jour. L'amour pour sa fille était une source d'énergie inépuisable. Au printemps suivant, le petit pommier du jardin fleurit pour la première fois. C'étaient de délicates fleurs blanches et roses, une promesse de fruits futurs. Madeleine et Julien s'assirent sur un banc sous l'arbre, la petite Claire endormie sur les genoux de sa mère. Le soleil de l'après-midi réchauffait leur visage. « Regarde-le » murmura Julien en observant le pommier. « Il grandit, tout comme notre famille. » Madeleine sourit, appuyant sa tête contre son épaule, la petite Claire dans ses bras, l'homme qu'elle aimait à ses côtés, et le pommier en fleurs. C'était une image de paix parfaite, un tableau d'un bonheur qu'elle n'avait jamais osé rêver. Claire n'était pas seulement sa fille, elle était le fruit le plus doux d'un amour qui avait défié la tempête, le jugement et le temps. Les années passèrent avec la rapidité et la douceur des saisons. La petite Claire grandit, et la maison d'Ivry-sur-Seine grandit avec elle, se remplissant de dessins accrochés au réfrigérateur, de jouets éparpillés sur le sol et du son constant de rires d'enfants. Le pommier du jardin, autrefois un arbuste fragile, devint un arbre fort et feuillu qui chaque automne leur offrait des pommes rouges et juteuses, utilisées par Madeleine pour faire les tartes que Claire aimait tant. La vie trouva son rythme, une mélodie composée de moments simples et précieux. Julien, avec son dévouement et sa fiabilité, fut promu à la distribution de M. Lambert, devenant superviseur de tournée. Il ne conduisait plus la vieille Lisette tous les jours, mais refusait de la vendre. La camionnette bleue délavée restait garée devant la maison, monument silencieux au début de leur histoire. Parfois, le dimanche, il emmenait Claire faire un tour avec, et la petite musique familière résonnait dans les rues tranquilles de la banlieue, une berceuse pour l'histoire de leur famille. Madeleine, de son côté, devint une couturière recherchée dans la région. Son atelier, autrefois une petite chambre, occupait désormais le garage aménagé. Les femmes du quartier la sollicitaient non seulement pour des retouches, mais pour créer des robes de soirée, des tenues de baptême et même des robes de mariée. Son nom était synonyme de qualité et d'élégance. La femme qui avait été contrainte de cacher son talent l'utilisait désormais pour construire son indépendance et sa renommée. Elle n'était plus l'épouse de, mais Madeleine, la couturière. La famille qui avait autrefois fait scandale était maintenant une source de fête. Ils s'intégrèrent à la communauté d'Ivry-sur-Seine. Ils étaient invités au barbecue des voisins, aux fêtes d'anniversaire des enfants de l'école de Claire. Les gens ne voyaient plus la différence d'âge ou l'histoire inhabituelle. Ils voyaient simplement une famille heureuse, unie et aimante. Ils voyaient Julien, le père dévoué qui apprenait à sa fille à faire du vélo. Ils voyaient Madeleine, la mère attentionnée qui racontait les meilleures histoires avant de dormir. Ils voyaient Claire, une fillette joyeuse et pleine de vie, le produit d'un amour inébranlable. Parfois, lors de leur visite à Colette à Belleville, ils rencontraient encore certains des anciens regards, certains des vieux commérages. Mais maintenant, cela ne les atteignait plus. C'était juste un bruit de fond, insignifiant. Un après-midi de dimanche, la famille pique-niquait au parc des Buttes-Chaumont. Claire, alors âgée de 5 ans, courait dans l'herbe, ses cheveux sombres au vent, poursuivant des papillons. Madeleine et Julien l'observaient, allongés sur une nappe à carreaux. Il prit sa main, leurs doigts s'entrelaçant comme il le faisait toujours. « Es-tu heureuse ?» demanda-t-il, bien qu'il connût déjà la réponse. Madeleine se tourna vers lui, le soleil accentuant les fines rides autour de ses yeux. Des rides qui étaient maintenant de sourire, pas de tristesse.
Heureuse n'est pas un mot assez fort, mon amour, dit-elle. J'ai trouvé la paix, j'ai trouvé un foyer, j'ai trouvé l'avenir, et j'ai trouvé tout cela avec toi. Il l'embrassa doucement. Au loin, Claire éclata de rire, une mélodie pure et cristalline, la mélodie des années qui avaient passé, et de toutes les années heureuses à venir. Par un matin ensoleillé de printemps, alors que Claire avait 6 ans, Julien eut une idée. « Allons à Paris aujourd'hui », dit-il au petit déjeuner. « Je veux vous montrer un endroit. » Ils n'y allèrent pas en voiture. Ils prirent le train jusqu'au centre-ville et se promenèrent le long des quais de la Seine, qui brillaient sous le soleil, calme et bleu, une vision complètement différente de la bête sombre et enragée de la mémoire de Madeleine. Claire tenait une main de chacun, bavardant sur les bateaux et les pigeons. La destination de Julien était le Pont-Neuf. Quand ils arrivèrent au milieu du pont, Madeleine s'arrêta. Elle regarda l'endroit exact où elle s'était tenue cette nuit d'orage, il y a tant d'années. Le même pavé, la même rambarde en fer, mais tout semblait différent sous la lumière du soleil, avec la chaleur de la main de Julien dans la sienne et le rire de Claire résonnant dans l'air. « C'est ici, » dit doucement Julien, pour qu'elle seule l'entende. « C'est ici que notre histoire a vraiment commencé. » Madeleine regarda la rivière, la ville qui s'étendait autour d'elle dans toute sa gloire. Elle se souvint de la femme qui s'était tenue là, trempée, désespérée, sans espoir. Cela semblait une vie entière en arrière. Cela semblait être une autre personne. Elle ressentit une pointe de tristesse pour cette femme, mais aussi une immense fierté pour son parcours. Claire, ne comprenant pas la signification du moment, lâcha leurs mains et courut vers la rambarde, désignant un bateau-mouche qui passait. « Regardez, un bateau géant !» Julien enlaça Madeleine par derrière, posant son menton sur son épaule. « Personne n'aurait pu l'imaginer, n'est-ce pas ?» murmura-t-il à son oreille. « Que tout cela mènerait à ceci. »« Non, » répondit-elle, couvrant sa main de la sienne. « Personne. » Les gens chuchotaient encore parfois, à Ivry ou à Belleville, quand ils racontaient son histoire. « Vous savez, cette dame, c'est celle qui est tombée enceinte du livreur de gaz. » La phrase, qui avait été autrefois une arme pour l'humilier, sonnait maintenant différemment à ses oreilles. C'était un titre, un gros titre pour la plus belle histoire qu'elle ait jamais connue. Madeleine sourit, un sourire serein, en regardant sa fille saluer les touristes sur le bateau. Elle serra plus fort la main de son Julien et pensa « Personne n'imaginait que l'amour qui avait commencé par un sauvetage désespéré au bord d'une rivière en furie serait le même amour qui, enfin, lui apporterait la paix, un foyer, une famille et un avenir plus brillant que n'importe quel soleil qui ait jamais brillé sur Paris. » Et en regardant le visage de l'homme qu'elle aimait et celui de la fille qui était la preuve vivante de son courage, elle sut, avec une certitude absolue, qu'elle referait tout, chaque pas sous la pluie, chaque murmure méchant, chaque moment de peur. Tout en valait la peine pour arriver là, sur ce pont, sous le soleil. Et ainsi, dans la simplicité d'un après-midi parisien, l'histoire de Madeleine et Julien trouve son rythme, une mesure d'amour et de courage. Si ce voyage vous a touché au cœur, si la musique de la vieille camionnette résonne encore dans votre esprit, laissez un « j'aime » pour que nous sachions que vous étiez là. Commentez quel moment vous a le plus ému et, bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain chapitre de vie qui, comme celle de Madeleine, prouve que l'amour trouve toujours un chemin. À la prochaine histoire.